Philippe, à toi. Merci beaucoup. Donc, je vais détailler le modèle de la démarche participative. Vous allez voir, c'est une très ancienne histoire, puisqu'en fait, il a été créé en 92. Ça fait 31 ans, ce modèle. Donc, ça fait 31 ans qu'on essaie de le promouvoir. Donc, je vais vous raconter son histoire, surtout si j'ai les diapositives. J'insisterai beaucoup sur... parce que c'est une évolution de notre réflexion au cours du temps. C'est un modèle organisationnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le management... Enfin, je veux dire, le management participatif est un facteur de réussite, mais on vous a expliqué que pour nous, le management est situationnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément d'être uniquement dans le management participatif. Et nous, on vous propose un modèle d'organisation avec des outils qui sont des espaces d'échange. Donc, bien sûr, on va reparler de la nécessité de créer du temps. Et à des outils qui sont comment mener un espace d'échange participatif. J'ai raconté l'histoire hier. Dans nos formations, on donne des jeux et des exemples sur des espaces d'échange participatifs. Et vous verrez dans une diapo qu'on parle de la technique des 3 tours de table. Cette technique des 3 tours de table pour mener un espace participatif, qu'on promeut dans des jeux, je vous assure, personne ne le fait. Que ce soit des médecins, que ce soit des cadres, que ce soit des directeurs, que ce soit des présidents de CME, que ce soit des doyens, personne ne fait jamais la technique des 3 tours de table pour mener un espace d'échange participatif. Je crois vraiment qu'on est là pour vous donner des outils pour mettre en place un modèle qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail et la qualité des soins. Donc c'est moi qui passe les diapos ? D'accord. Ok. Non, je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver. Donc juste pour vous dire que c'est une vieille histoire, hein, parce que vous voyez, c'est 1992. Donc on crée le modèle en 92. Et puis, on fait des congrès, on en a fait beaucoup, hein, je vous ai dit, on en a fait 8 à Tours. On fait des formations nationales, on fait des groupes régionaux. Et globalement, en 98-99, on se rend compte, et je vous le dirai tout à l'heure, que ça marche sur le terrain, mais que globalement, ça ne prend pas. Alors, la première idée qu'on a eue, en 98, c'est de dire on va le rendre obligatoire. À ce moment-là, je rentre à la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et je rencontre quelqu'un d'absolument exceptionnel qui s'appelle Daniel Dérouville, qui est à ce moment président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et en 2004, 6 ans plus tard, on le rend obligatoire pour la prise en charge de tous les patients en soins palliatifs. Ça veut dire que c'est obligatoire dans tous les services, dans tous les EHPAD et à domicile, sauf en ophtalmo, on ne meurt pas. D'accord ? Donc c'est un modèle qui n'est pas obligatoire en ophtalmo. D'accord ? Ça devient un modèle qui est une mesure d'accréditation prioritaire de l'HAS dans la V 2010, repris dans la V 2014. Donc normalement, l'HAS, elle est là pour voir si ça existe ou si ça n'existe pas. C'est pour ça que ça a marché. Et la troisième étape, c'était de dire, bon, vu que ça ne marche pas, même si c'est obligatoire, on va démontrer scientifiquement que ça marche. Et donc, en 2010, j'ai laissé une équipe qui travaillait sur le micro-environnement des cellules souches leucémiques pour devenir chercheur en psycho, dans une équipe qui est actuellement Calypsy. Et vous verrez qu'on a démontré, et Julien tout à l'heure en avait dit deux diapos, on a démontré l'impact sur la qualité de vie au travail, également sur la qualité des soins. Bon, ça m'a amené bizarrement à être nommé président de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail en 2018. On a fait pas mal de choses et puis en 2021 on a dit bon, il faut qu'on arrête de faire des préconisations parce que quand on reprend les préconisations depuis 2013, tout le monde dit toujours la même chose. Donc on a été voir le ministre d'alors en lui disant écoutez monsieur le ministre, il faut arrêter de faire des préconisations, il faut les mettre en place. On a proposé une structure qui s'appelle la mission nationale QVT avec 4 personnes pour essayer d'activer en particulier ce qu'il y a dans la loi RIST à la circulaire Clarisse. Et puis malheureusement, on n'a pas eu de réponse et on a démissionné au mois de novembre. Voilà en gros l'histoire. L'histoire continue parce qu'on n'a plus d'impact sur les établissements, mais on a encore de l'impact sur la formation et sur la recherche. Sur la formation, on a mis en place des groupes de travail au niveau des écoles de cadres et au niveau des facultés de médecine avec la conférence des doyens pour mettre en place les préconisations qu'on a fait au niveau de l'observatoire concernant la formation des futurs médecins et des futurs cadres de santé et des futurs directeurs sur le management.
Donc ça, c'est en cours. Et Françoise vous a dit tout à l'heure, on a créé une association, et non pas au niveau du ministère, qui s'appelle R2QVT, qui est un réseau de recherche des équipes sur la QVT dans le domaine de la santé. Et actuellement, il y a 23 équipes en France qui travaillent sur ce modèle. Donc, pourquoi la démarche participative? Donc, je vous rappelle que c'est un modèle organisationnel de service qui marche aussi dans les EHPAD. Ce n'est pas un modèle d'établissement. Excuse-moi. Merci beaucoup. Donc, la base de départ, c'est que la motivation intrinsèque liée au sens du travail est beaucoup plus efficace que la motivation extrinsèque. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'au départ, dans le Ségur de la santé, il y avait effectivement la rémunération, qui est une motivation extrinsèque, mais il y avait également la création de postes pour donner du temps, et il y avait la QVT, et malheureusement, ces deux derniers points ont disparu au cours du Ségur de la santé. Deuxième chose, c'est que la première cause de souffrance du travail, c'est le manque de reconnaissance, que la qualité de vie au travail des professionnels, c'est le N+1, et c'est vrai dans n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité de vie au travail d'une équipe, c'est le cadre de santé et le médecin. Mais que la qualité de vie au travail des cadres de santé et des médecins, c'est la gouvernance. C'est toujours le N+1 qui compte. D'accord? Et nous, dans notre service, on était le service des bisounours. C'est-à-dire qu'on était en dehors du système, mais on faisait quand même tourner un système qui tournait au sein du service. Que les principaux déterminants de la qualité de vie au travail sont la charge de travail, des facteurs organisationnels et managériaux. Et c'est très, très lié, puisque si vous avez une charge de travail trop importante, vous ne créez pas d'espace d'échange, et donc vous n'allez pas vers les facteurs organisationnels et managériaux. Et puis donc, on vous l'a dit 15 fois, c'est que la qualité de vie au travail, la satisfaction et l'engagement au travail, ça donne la qualité des soins. Alors le modèle de la démarche participative, le voilà, c'est 5 composantes, dont certaines plus importantes que d'autres. Donc 4 types d'espaces d'échange. Le staff, alors on va les reprendre après, donc vous inquiétez pas, le staff pluriprofessionnel, qui est très important, très très important, parce qu'il va créer le collectif, et deuxième chose, il va permettre d'arriver à un projet de prise en charge personnalisé du patient et des proches. Les formations internes aux équipes, le soutien des soignants, et on y reviendra aussi parce que c'est important en situation de crise, mais également on peut imaginer des structures de soutien des managers. Et puis donc les espaces d'échange de managers, ça aussi c'est un espace d'échange très important qu'il a fallu qu'on conceptualise, puisqu'en fait cet espace d'échange, nous on l'a inclus dans la démarche participative uniquement en 2005. Et puis, quelque chose de très très important aussi, c'est les groupes de travail sur le travail réel, c'est-à-dire laisser aux équipes la possibilité de créer le soin. Donc les staffs pluriprofessionnels, ça c'est la circulaire de 2004. Donc vous voyez, on en est toujours au même point alors que c'est écrit dans le noir depuis 2004 dans une circulaire. C'est donc au moins une fois par semaine, c'est ciblé sur les patients en situation complexe. Plutôt, nous, en cancérologie, c'était tous les patients, mais donc dans la circulaire de 2004, c'est les patients soins palliatifs. Et ça permet donc de croiser le regard de tous les soignants qui prennent en charge le patient. Ça permet donc d'améliorer la qualité de vie au travail, on le verra tout à l'heure. Et puis ça permet d'avoir en présence des soins de support, d'élaborer un projet où ils vont être inclus. Donc c'est fondamental. C'est donc une approche spécifique de chaque profession. Et ce qui est très... Donc c'est obligatoire depuis, je vous l'ai dit, la 2004 et la V 2010. Et surtout, ce qui est important, c'est que chacun puisse croiser son regard. Et pour croiser son regard, en fait, il faut un déroulé tout à fait particulier qui est à l'origine donc d'un référentiel qui a été publié en 2021. C'est en fait... La première personne qui prend la parole, c'est l'aide-soignante. D'accord ? L'aide-soignante, tout le monde va l'écouter et c'est elle qui va présenter les difficultés du patient. Puis l'infirmière, puis la psychologue, l'assistante sociale. Alors nous, on avait de la chance, on avait en plus une nephrologue, une sophrologue, pardon. On avait encore une art-thérapeute, une socio-esthéticienne qui prenait la parole. Et puis en dernier, le médecin. Si le médecin parle en premier, personne ne va oser prendre la parole derrière lui. Et deuxième chose, il va aborder des choses que les autres, en fait, connaissent mieux. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce que ça se passe bien avec la famille? Est-ce qu'il est angoissé, etc. Le médecin, il ne sait pas ça. Hein, d'accord? Donc, si on ne veut pas parler des soignantes et l'infirmière en premier, ça ne marchera pas.
Donc, et la deuxième chose, c'est qu'il y a la technique des 3 tours de table. Premier tour de table, dans l'ordre que je vous ai dit, quels sont les besoins du patient? Qu'est-ce qu'il exprime? Deuxième tour de table, par rapport à ce qui était dit au premier tour de table, qu'est-ce que vous proposeriez? Et troisième chose, on recherche le consensus pour ensuite le mettre dans le dossier patient, la traçabilité. Voilà, c'est ça le staff pluriprofessionnel. Et je ne crois pas qu'on puisse arriver à un collectif de travail correct, je ne crois pas qu'on puisse arriver à une prise en charge du patient correcte sans un staff pluriprofessionnel qui est obligatoire depuis 2004. Les formations internes aux équipes, pour moi, c'est moins important. Ça joue dans l'élaboration d'un collectif. Alors, vous voyez, les formations, c'est d'abord aux équipes d'en décider, le plus souvent. Et c'est soit sur des nouveaux protocoles, des avancées thérapeutiques, mais plutôt sur des formations thématiques qui concernent la prise en charge globale du patient, la douleur, la démarche palliative, la communication, etc. Donc, programme sur une année, ça veut dire que si on fait une formation interne aux équipes, si tout le monde est formé, c'est 2 fois, puisque vous ne pouvez pas arrêter le service pendant que, etc. Et ce qui est important, c'est que ça soit un espace d'échange pour créer le collectif, c'est-à-dire en fait, il y a un peu de théorique et il y a beaucoup d'échanges après la théorie. Le soutien aux équipes. Alors nous, on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle, nous, les staffs de débriefing. Je croyais qu'il y avait une diapo. C'est-à-dire, en fait, c'est lorsque vous avez une situation qui a créé beaucoup de souffrance. Alors, prenons les exemples de l'oncopédiatrie avec un patient qui meurt dans de mauvaises conditions avec des parents révoltés. Je veux dire, l'équipe, elle est HS après ça. Et bien, dans les 3 jours qui suivent, on se pose avec un psychologue extérieur au service et on fait parler de l'équipe sur ce qui s'est passé. C'est ça les stades de débriefing. Mais il y a d'autres espaces de soutien. Alors sachez que bien sûr, ça prend du temps, donc il faut les choisir. Je dirais 2 choses. Autant les groupes de parole, ça ne marche pas très bien dans les services, parce que parler de ses propres souffrances avec ses collègues, c'est difficile. Autant la relecture de cas cliniques ou de cas éthiques à distance, ça marche pas mal dans le soutien des équipes. Et puis, j'insiste beaucoup sur le soutien des pairs. On en a parlé dans les précédentes présentation, c'est en fait créer des collectifs de médecins ou des collectifs de cadres pour que les gens parlent de leurs difficultés au quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît en permanence dans les formations qu'on fait, en particulier l'absence de collectif de cadres. Un collectif de cadres, c'est 7 ou 8 personnes qui travaillent à peu près dans les mêmes spécialités et qui se retrouvent pour parler de leurs difficultés. Deuxième espace d'échange très important, les réunions spécifiques de managers. C'est donc tous les médecins et tous les cadres du service. C'est des réunions régulières. De mon temps, c'était toutes les semaines. Maintenant, avec mon successeur, c'est tous les 15 jours. Et en fait, c'est parler du top management d'intelligence collective. Décider de l'organisation, partir des difficultés de fonctionnement, du choix des collaborateurs. Et en fait, chacun donne son avis, chacun fait des propositions et on cherche le consensus. Et puis s'il n'y a pas de consensus, eh bien, le chef décide en expliquant pourquoi à partir des propositions qui ont été faites. J'ai toujours tendance de dire, je n'ai jamais rien décidé dans le service. C'est le consensus de manager qui décidait de ce qu'il y avait à faire. D'accord ? Et puis quand il n'y avait pas de consensus, je choisissais entre les propositions. Mais décider tout seul et dire, voilà ce qu'il faut faire, c'est créer de la souffrance au niveau de vos collaborateurs. Toujours. Donc ça crée une culture participative, une culture d'intelligence collective, puisqu'en fait notre modèle repose sur l'intelligence collective. Le groupe est toujours plus intelligent que la personne isolée. Et puis, troisième chose très importante, les groupes de travail sur le travail réel. Et en fait, comment on peut améliorer le fonctionnement, la prise en charge du patient. On part d'un dysfonctionnement, on part de la nécessité de mise en place une circulaire ou une directive, eh bien, ok, on met un groupe de travail, dites-nous ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher, dites-nous ce qu'il faut faire pour que ça puisse s'améliorer, etc. Ça peut être les cours, ça peut être le secrétariat, ça peut être etc. Et j'ai récemment
déjeuner avec mon successeur. Il me dit, moi, j'y arrive plus. Il y a tellement de groupes de travail dans le service. Il dit, j'arrive même plus à savoir. Il travaille sur tellement de choses que j'ai du mal à suivre. Si vous avez un groupe de travail, ça veut dire que vous avez des réunions de service où les responsables des groupes de travail vont présenter les propositions du groupe de travail. Du groupe de travail. Ça veut dire que vous faites confiance au groupe de travail, que vous avez un animateur du groupe de travail, vous avez une secrétaire du groupe de travail, et que c'est eux qui vont présenter à l'ensemble de l'équipe les travaux. Alors vous dites, c'est le service des bisounours. C'est peut-être un service des bisounours, mais ça fait 30 ans que ça marche. Alors peut-être qu'il y a des problèmes quelque part, mais n'empêche que ça fait 30 ans que ça marche. Donc il n'y a pas de raison. Et j'ai réussi à mettre la même chose en place sur un pôle. Donc ce qui est important, c'est la pluriprofessionnalité des groupes de travail. C'est garant de la réussite de la démarche. Et ce qui est aussi important, c'est que donc, les responsables des groupes de travail soient des soignants, mais de groupes de professions différentes. Si vous mettez des groupes de travail uniquement avec des infirmières, uniquement avec des aides-soignantes, etc., il faut que, voilà, en fonction du groupe de travail, on choisit une catégorie socio-professionnelle différente. Donc, le problème, c'est quel est le problème ? Quelles sont les causes du problème, qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce qu'on peut ensuite décider. Et la décision définitive se fait en réunion de service. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs propositions et ensuite vous arrivez Je prends un exemple très très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prise en charge des proches ? Parce que globalement, ok. Et ben globalement, pourquoi ça va pas ? Ben vous allez identifier des choses qui peuvent être qu'il n'y a personne pour les accueillir, qu'il n'y a pas de salle il y a pas de salle d'accueil des aidants, que je sais pas moi. Et puis après, à partir de ces dysfonctionnements, vous allez faire des propositions. Et puis après, on va essayer de les mettre en place. D'accord ? Moi, je suis aussi président d'une association. Le nombre de salles d'accueil des familles qu'on a pu financer dans le CHU, c'est faramineux. Je crois qu'on doit être à 5 ou 6. Parce que voilà, il y a des équipes qui travaillent et puis ils disent bah oui, il faut qu'on crée un endroit où c'est qu'on peut le faire. Etc. Bah, il y a ce bureau, on peut peut-être le transformer et voilà. Donc faites-leur confiance, ils vont avoir plein d'idées et après, bien sûr, il faut essayer de les mettre en place. Sans remettre en cause le côté, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien rester sur le niveau des services. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un service ? Vous ne pouvez pas remettre en cause des choses qui dépendent de l'établissement. Alors, les conditions de réussite, une équipe stable travaillant sur des valeurs communes. Si vous arrivez dans un service, ou si un cadre arrive dans un service où on n'est pas dans ça, commençons par travailler sur le collectif, sur les valeurs, pour essayer donc de stabiliser l'équipe. La nécessité de pouvoir libérer du temps, c'était dit et redit, c'est indispensable. On ne peut pas avoir une bonne qualité de votre travail sans espace d'échange. Donc il faut absolument réfléchir à comment libérer du temps. Et c'est vrai que ça passe par la charge de travail, mais ça peut aussi passer par une réflexion sur quels sont les espaces d'échange prioritaires qu'on peut mettre en place sur le peu de temps qu'on a. Et ça peut permettre de faire avancer les choses. Je vous raconterai peut-être une histoire tout à l'heure si j'ai le temps. La qualité du chef de service, cadre de santé, ça sera énormément abordé au cours de ce séminaire, en sachant que c'est différent de ce qu'on a vu sur les espaces d'échange de managers. C'est complémentaire et c'est en plus. La qualité des espaces d'échange participatifs, on y reviendra aussi beaucoup, c'est la technique des 3 tours de table. Et puis la qualité du management et du leadership. Il faut avoir un leadership, c'est-à-dire un manager, si j'appelle ça un manager, bienveillant vis-à-vis de ses soignants et qui va essayer d'avoir un rapport personnalisé avec chacun d'entre eux et qui va essayer donc de tirer l'équipe vers le haut. Alors pourquoi la mettre en place ? Pour 3 raisons. Parce que ça marche. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui l'ont mis en place, j'en vois quelques-uns, et quand c'est en place, ça marche. La deuxième chose, c'est parce que c'est obligatoire, donc je vais vous montrer quelques textes. Et troisième chose, c'est qu'on a démontré donc, que ça améliorait la qualité de vie au travail, mais également la qualité des soins. Alors voilà les textes, vous voyez, il y en a quand même un paquet qui reprennent la démarche participative. Ça, c'est les premiers, 2002, 2004, 2008, 2014. Donc vous voyez, c'est pas en place, mais c'est quand même un peu obligatoire. Et puis, on a donc 2 choses qui viennent de nous arriver. C'est la loi RIST et la circulaire Clarisse. Tout est dedans.
On a, à l'Observatoire, fait 13 propositions en 2021, avant la loi RIST et la circulaire Clarisse, avant qu'ils sortent. Nos propositions, c'est exactement ce qu'il y a dans la circulaire Clarisse. D'accord ? Donc, il n'y a qu'un truc à faire, c'est que maintenant, il faut le mettre en place. Et dans la circulaire Clarisse, il y a notre modèle. Donc, comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre en place. Alors, vous voyez, j'ai repris certains points. Adoption d'un projet de gouvernance médico-administrative et de management participatif. C'était dans le pré-test, ça. Il y avait des trucs comme ça. Réhabiliter le rôle et la place du service au sein de l'hôpital, qui devient donc la structure prioritaire. Améliorer la qualité des professionnels au sein des établissements en développant l'implication des acteurs et le travail en équipe. C'est un peu les espaces d'échange, je crois, ça. Sur des thématiques relatives à l'organisation de leur activité autour de la prise en charge du patient et de la sécurisation des pratiques. Ça va un peu dans les staffs pluriprofessionnels, les groupes de travail, ça. D'accord. Formation obligatoire pour tous les médecins en position de management dans les 2 ans suivant la prise de fonction. Je vous ai dit qu'il y avait des choses qui se mettaient en place au niveau... voilà, le Code de la santé publique, c'est pour la première fois qu'on a la notion de management participatif dans un Code de santé publique. C'est la première fois que ça apparaît. Et donc l'impact sur la qualité des soins, donc je vais aller vite puisque vous avez eu 2 petites diapos tout à l'heure là-dessus. Donc c'est une étude qui a été faite, je crois, en 97, 98. 25 des 30 centres d'oncologie pédiatrique ont participé. Vous voyez, il y avait 510 soignants et 440 patients. Qu'est-ce qu'on a testé chez ces gens-là ? Premièrement, donc, chez les soignants, est-ce qu'il existe une démarche participative ? Est-ce qu'il existe les facteurs managériaux essentiels à la qualité de vie au travail ? Donc, dans notre littérature, on en a 4 qui sont le leadership transformationnel, le soutien à l'autonomie, le soutien organisationnel perçu et le soutien organisationnel perçu, et le leadership transformationnel. Et puis donc, on a testé chez eux la qualité de vie au travail, la satisfaction au travail, l'engagement au travail. Et puis donc chez les enfants, ou plutôt chez les parents d'enfants, on a testé la qualité de prise en charge des enfants. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Vous voyez qu'on a un petit impact. Alors, je n'ai pas mis le R. Tout à l'heure, c'est 20%. Ce n'était pas 0,2%, c'était 20%. Oui. Donc, je vous ai juste mis le petit P. Alors, c'est assez scientifique. Sachez que pour avoir une relation entre 2 facteurs, il faut avoir un P inférieur à 5%. Qu'on a 1%, c'est bien. 1 pour 1000, on fait des supérieurs arrière. Là, on est pour 1 milliard. Donc, vous voyez, on peut faire des quelques supérieurs arrière. Donc, vous voyez l'impact que peut avoir notre modèle sur la qualité de vie au travail des soignants. Et ça impacte également la satisfaction au travail et l'engagement au travail. Et ça impacte également la qualité des soins. Alors, pour avoir une relation entre un modèle et une qualité des soins, ça veut dire que vous allez tester les soignants d'un côté et les patients de l'autre, et que vous allez agréger, ce qu'on appelle la technique des micro-agrégats, le petit nombre de soignants du service de Reims avec le petit nombre de patients de service de Reims. Et vous allez agréger ça 25 fois. D'accord ? Donc là, vous n'avez plus du tout des petits nombres, vous n'avez que plus du tout de grands nombres, vous n'avez que des petits nombres. Et pour montrer une corrélation, là, vous voyez, c'est déjà très significatif, mais c'est beaucoup plus significatif que ça, puisqu'en fait, on n'est que sur des petits nombres, et on n'est plus sur les grands nombres. Et si on avait des grands nombres, on aurait beaucoup plus que ça. Donc voilà, c'est le seul modèle d'organisation de service qui montre ça. Il n'y a pas eu d'autres publications qui ont montré l'impact sur la qualité des soins évalués par les patients dans notre modèle. Alors, Acavi, c'est une nouvelle aventure, 2020. C'est le 5e nom de notre association. Pourquoi on a créé Acavi ? Tout simplement parce qu'on veut déployer notre modèle au niveau de, cette fois-ci, la maladie chronique et non plus de l'oncologie, puisqu'en fait, avant, c'était que des associations qui traitaient d'oncologie, même si on faisait des formations sur d'autres trucs. Donc, vous voyez les sociétés savantes impliquées, néphro, rééducation, neurologie, gériatrie, gérontologie, psychiatrie, médecine du travail, psychologue du travail et toute la cancérologie. Voilà, donc en fait l'idée cette fois-ci c'est bien sûr, actuellement on est une trentaine de formateurs, 35 formateurs sur la France. Bien sûr on travaille avec les organismes de formation nationaux pour aller dans les établissements, mais l'idée aussi c'est de former au sein de chaque société savante pour que chaque société savante ensuite impacte ses managers dans sa société savante.
Donc nos objectifs, l'amélioration de la qualité de vie des professionnels de santé par le développement de la démarche participative ou d'autres modèles facilitants, le développement d'une approche globale du soin et de l'accompagnement des personnes en situation de maladie chronique, de handicap ou de grand âge, afin d'améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leur entourage, et puis donc bien sûr la formation. La structuration, donc on a un comité stratégique qui regroupe toutes les sociétés savantes, on a un conseil d'administration, on a une commission formation qui est donc très actif, puisqu'en fait, on travaille bien sûr sur nos demandes, mais également sur les supports de formation. Et puis, on a des commissions qui essayent de réfléchir à notre modèle dans différentes situations. Donc, on a une commission sur le retour, sur la relation entre les établissements et le domicile. On a DP et EHPAD, etc. On a une commission éthique, etc. Donc, en fait, on essaye d'implémenter un peu notre modèle pour le faire évoluer. Et puis donc des groupes de travail. Donc les formations proposées, donc on est sur démarche participative 2 jours, 1 jour ou 3 heures. On est sur les espaces d'échange participatifs sur 1 jour et on est sur la prévention du syndrome d'épuisement professionnel des soignants. En sachant que vous avez vu qu'il y a d'autres thématiques très importantes. Je pense au leadership, je pense à la communication positive, je pense à la résolution de conflits. Et ça, donc on fait ça avec les organismes de formation qui complètent sur ces thématiques-là. On a un Serious Game sur notre thématique que vous pouvez consulter. On a donc beaucoup de formations de formateurs. On a fait des sensibilisations pour les nouveaux adhérents. On va créer des espaces d'échange pour les formateurs, etc. La bibliographie, vous l'aurez dans le diaporama. On a mis des choses les plus importantes. Le travail soigné, c'est un film que vous avez sur Internet. Allez le voir. C'est donc voilà. Et on a des bouquins qu'on vous signera si vous avez envie de les récupérer demain. Il y en a un troisième qui le fil d'Ariane dans le labyrinthe des soins pour le grand public. Et je vous remercie de votre attention.